Dans cette vidéo, je te montre comment on transforme un schéma de souffrance émotionnelle en un schéma de résilience, c'est-à-dire de force intérieure, d'expérience pleinement intégrée pour pouvoir évoluer dans sa vie et passer à l'étape suivante de notre évolution naturelle. La souffrance émotionnelle, c'est un truc qui nous touche tous et en général, nos premières souffrances émotionnelles remontent à l'enfance. Souvent, on s'en souvient même pas. C'est des souvenirs, inconscients de quand on était bébé, quand on était tout petit. Les premières terreurs, les premières humiliations, les premières hontes, les premiers sentiments d'abandon, de rejet, et cetera. Ces premières blessures émotionnelles qui nous ont touchés, on peut tout à fait les réparer, à condition de savoir comment s'y prendre. Et c'est mon métier d'inventer des solutions, de construire des solutions, de les expérimenter. Ça fait 25 ans que je fais ça et j'ai déjà accompagné plus de 5000 personnes avec ce que j'appelle aujourd'hui la méthode des 5 voies intérieures. Les 5 voies intérieures, c'est pas un truc mystique, mais c'est quand même une métaphore. Évidemment, on n'a pas 5 petits bonhommes dans la tête qui nous parlent. Elles ne se manifestent pas toutes, ces voix, de manière, comment dire, langagière, avec des mots. Il y en a qui se manifestent plutôt par des sensations physiques, il y en a, c'est plutôt des images, et puis après, ça dépend des gens, hein. Chacun a son style. Mais le truc, c'est qu'on a tous quand même ces 5 voix à l'intérieur de nous. Je vais te les détailler et tu vas comprendre comment se construit le schéma de souffrance dans lequel peut-être tu te trouves, hein, si tu as une dépendance affective, si tu as des conflits répétitifs dans ta vie amoureuse, si tu as l'impression que tu mérites pas vraiment l'amour ou au contraire qu'il y a personne qui te mérite. Si tu as ce genre de difficultés dans tes émotions, tu es donc dans un schéma de souffrance. Et si je te dis ça, c'est si moi j'en suis là, si j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai 53 ans maintenant, c'est parce que dans ma vie, je suis passé par la dépendance affective, ça m'a pris des années pour en prendre conscience et en sortir. Je suis passé par la dépression, par le divorce, j'ai vécu des trahisons, des ghostings et il m'a fallu très longtemps en fait pour arriver à construire de la sérénité émotionnelle, de la sécurité intérieure et sans la sécurité intérieure, sans la sérénité émotionnelle, il n'y a pas vraiment de relation paisible, harmonieuse et épanouie et équilibrée qui est possible avec quelqu'un d'autre. On peut vivre des relations de codépendance où chacun est super dépendant de l'autre. On peut vivre des relations de pansement. On peut être dans des situations où on est un peu le sauveur de l'autre ou au contraire c'est l'autre qui est notre sauveur. Et puis on peut vivre des situations largement pires dans lesquelles on est en dépendance profonde, dans lesquelles on est dans un schéma d'attachement hyper anxieux où en fait on est toujours terrorisé de perdre la relation. Il peut y avoir des choses encore pires que ça, avec des situations d'emprise émotionnelle, de manipulation émotionnelle. On peut se retrouver dans des situations où on se fait vampiriser notre énergie par quelqu'un d'autre, ou on peut être soi-même le vampire qui pompe l'énergie de l'autre parce qu'on en manque tellement. Et en fait, toutes ces situations-là, on peut les régler. À moins, évidemment, qu'il y ait un trouble psychologique profond, auquel cas il faut s'adresser à un psychologue clinicien ou un psychiatre. Mais dans la mesure où il n'y a pas un trouble, il y a juste une souffrance qui est là, qui est importante et qui empêche un fonctionnement normal, eh bien on peut s'en sortir. Et la méthode des 5 voies intérieures, pour moi, c'est l'autoroute pour y arriver le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que les approches classiques, et j'en ai testé, hein, je suis formé aussi en psychologie cognitive via le diplôme que j'ai fait en coaching à l'université Paris 8, je les comprends, les approches classiques, l'hypnothérapie, la PNL, etc. C'est des choses qui restent essentiellement intellectuelles. C'est-à-dire on te dit de faire des choses dans ta tête. Mais alors, tu peux avoir des modes d'emploi assez clairs, mais très souvent, ça va pas passer par l'action physique, par l'action corporelle. Et donc, il va manquer toute une dimension dans beaucoup d'approches classiques, une dimension par l'action qui va te permettre de changer les choses parce que sans action, il n'y a pas de réaction. Et évidemment, la manière de penser, c'est une forme d'action, bien sûr. Si tu relativises des croyances limitantes, si tu te fais des protocoles d'auto-hypnose ou des choses comme ça, ce sont bien des actions, mais ce sont des actions purement intellectuelles. Il n'y a pas d'action physique et il n'y a pas non plus de libération émotionnelle. À part que tu vas peut-être verser ta petite larmichette et c'est toujours une bonne chose, hein, ça fait du bien, mais c'est pas une libération profonde. Et c'est pour ça que les approches classiques prennent autant de temps. Et donc, avec la méthode des 5 voies, ce que je te propose moi, c'est une boîte à outils pour agir concrètement, à la fois au niveau du corps, du cœur et de l'esprit, parce que tout ça, c'est l'ensemble de l'être humain. Notre corps, c'est tout notre système nerveux, tous nos muscles, toutes nos articulations, et la façon dont on bouge notre corps
ou dont on ne le bouge pas assez, ça a un impact direct sur le fonctionnement de notre cerveau qui va être soit plutôt efficace ou soit pas très efficace. Un peu comme si avec ta voiture, tu voulais faire un long trajet sur l'autoroute mais que tu n'arrivais pas à passer au-delà de la troisième vitesse, quoi. Forcément, ton moteur va pas être très efficace, il va s'épuiser, tu vas pas aller vite, tu vas vite user la voiture. Et avec notre système, notre machine corps, cœur, esprit, c'est la même chose. Si on utilise bien l'ensemble, ben, on peut passer toutes les vitesses et on peut optimiser le fonctionnement et du cerveau et des émotions et du corps. Et tout ça, c'est un ensemble indissociable. Donc, je vais t'expliquer un peu les 5 voies au travers de la construction de nos schémas de souffrance. Un schéma de souffrance, c'est une douleur qu'on a ressentie parce que peut-être qu'on avait peur du monstre sous le lit, tu vois, ou un truc comme ça qu'on a tous quand on est enfant, quand on est tout petit, et que la réponse qu'on a eue de nos parents ou des gens qui s'occupaient de nous, c'était «Ah, mais arrête avec tes bêtises, mets-toi au lit tout de suite, ça a assez duré». Auquel cas, on n'a pas eu de soutien émotionnel. On n'a pas été pris en compte dans notre besoin émotionnel d'être rassuré. Et je te donne l'exemple de la peur avec le monstre sous le lit, mais ça peut être la peur que papa ne revienne pas, ça peut être la colère parce que Maxime nous a volé notre goûter pendant la récré, ça peut être n'importe quelle émotion forte qu'on va vivre quand on est tout petit, quand on est enfant. Et en fonction de comment on est soutenu, accueilli ou pas dans nos émotions quand on est enfant, eh bien ça va développer une manière de se protéger plus tard. Et donc, si les réponses que j'ai eues, c'était arrête de nous embêter avec tes bêtises, la manière que je vais avoir de me protéger, c'est de ne pas en parler. Et donc, je vais rester plutôt dans le silence. Et plus tard, dans mes relations amoureuses, quand il y a un problème, je vais pas trop oser en parler. Donc, je vais pas trop oser poser mes limites. Je vais pas trop oser dire mes besoins. Je vais pas trop oser parler de mes émotions profondes et douloureuses. Parce que c'est le schéma que j'aurais appris quand j'étais gamin. Évidemment, je te fais une simplification. Parce que quand on était petit, ça a duré des années. Et on a probablement eu plein de réponses différentes de la part des adultes. Mais ce qui va compter, en fait, c'est les réponses qui nous ont le plus marqué, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on a le plus souffert, et ça peut être des traumatismes assez sérieux, et 2, les réponses qui ont été répétées le plus souvent, c'est-à-dire les souffrances qui ne sont pas forcément énormes et monstrueuses, mais qui ont été répétées tellement de fois pendant tellement d'années qu'elles ont laissé une empreinte aussi violente et profonde que si ça avait été des souffrances monstrueuses comme des gros abus ou des choses comme ça. Donc, c'est les deux manières dont se forment un peu nos schémas traumatiques. Et c'est ces schémas traumatiques qui vont déterminer la façon dont on réagit dans nos relations sentimentales, même quand on est adulte. Parce que ce sont les empreintes qui sont dans notre cerveau. C'est-à-dire que ce sont très concrètement des réseaux de neurones qui sont connectés ensemble, qui ont appris à réagir d'une certaine façon et qui continuent à reproduire ce mécanisme. Et ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort, c'est pas un endroit où on se sent à l'aise et confortable dans notre vie avec les doigts de pied en éventail et un petit cocktail dans le hamac. C'est pas du tout ça. La zone de confort, c'est nos habitudes, même si ce sont des habitudes qui nous font souffrir. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que sortir de sa zone de confort, ça veut dire changer ses habitudes. Et donc si ce que j'ai toujours appris à faire, c'était de cacher mes émotions, ou à l'inverse, si ce que j'ai toujours appris à faire, c'était d'exploser pour balancer mes émotions à la face de l'autre, eh bien ça, c'est ma zone de confort, c'est ce que j'ai toujours appris à faire. Et si aujourd'hui ça pose problème dans les relations amoureuses, parce que j'ose pas dire les choses qui vont pas, ou au contraire, quand je dis les choses qui vont pas, ça prend la forme d'une crise, parce que je deviens désagréable, je pique, je blesse, j'exagère, j'accuse, etc. Ben ça, c'est un schéma de souffrance. Et c'est un schéma qui va jamais m'aider à m'épanouir en amour. Donc si toi, tu te reconnais dans un de ces schémas, déjà laisse un petit commentaire, dis-moi dans quoi tu te reconnais. Et moi, ça m'intéresse de le savoir, puis je pourrais te répondre. Et surtout, sache que c'est un apprentissage qu'il va falloir que tu fasses évoluer. Et c'est ça la force de la méthode des 5 voies. Parce que cet apprentissage que tu as, c'est-à-dire cette réaction automatique que tu as, qui est instinctive, elle est pilotée par la voie de l'anxiété. Et la voie de l'anxiété, tu peux la voir comme le pouce sur la main. C'est-à-dire que c'est un doigt qui a quasiment autant de force tout seul que les 4 autres réunis. Parce que lui, son boulot, c'est d'entrer en opposition avec les autres. Et donc, tout seul, il a énormément de force. Alors que les autres, il faut qu'ils soient groupés pour commencer à devenir forts. Ils ont individuellement moins de force. Donc, en fait, la voie de l'anxiété, pourquoi elle a autant de force? Et je la compare au pouce, parce que son job, c'est de nous maintenir en sécurité. C'est-à-dire de nous maintenir dans notre zone de confort, dans ce qu'on connaît déjà, dans nos habitudes. Et pourquoi elle veut nous maintenir là? Parce que si on a toujours fait comme ça et qu'on est toujours en vie,
bah, la voie de l'anxiété qui est chargée de notre survie, elle se dit que c'est bon, ça marche. C'est pas la peine d'aller chercher à prendre des risques, à faire autrement, des trucs qu'on connaît pas, qui sont bizarres, etc., qu'on n'a jamais testé. Ça, c'est dangereux pour la voie de l'anxiété. Donc surtout, on reste dans la zone de confort, on continue à faire comme on a toujours fait. Même si ça te fait souffrir. Parce que la voie de l'anxiété, elle n'a pas la capacité de nous aider à raisonner à long terme. Elle n'a pas la capacité de se projeter dans 1 an, 5 ans, 10 ans et de se dire, OK, si je continue à faire comme ça, qu'est-ce que je vais ressentir? Comment va être ma vie dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Pour ça, il faut activer d'autres voies et je vais te les présenter. Donc en fait, la voie de l'anxiété, son job, il faut comprendre que c'est ta sécurité. Mais l'anxiété, elle comprend la sécurité comme étant un danger à partir du moment où on sort de nos habitudes. Et c'est pour ça qu'elle nous empêche d'évoluer. C'est pas qu'elle a des mauvaises intentions, c'est pas qu'elle est contre nous, c'est juste que c'est une partie très très archaïque, très ancestrale du cerveau qui correspond en gros au cerveau reptilien. Et donc, cette partie-là, son boulot, c'est pas de nous faire évoluer, c'est juste de nous maintenir dans ce qu'on connaît déjà. Parce que ça, c'est la sécurité. Ensuite, on a la voie de l'émotion. La voie de l'émotion, elle est là pour nous dire si on est à l'aise ou pas à l'aise, si on est heureux ou pas heureux. Et en fait, c'est elle qui nous dit à quel point on est bien dans notre vie ou pas bien dans notre vie. On est satisfait ou on est frustré. Par exemple, tu viens d'apprendre une bonne nouvelle, tu ressens une émotion agréable, c'est que ta voix de l'émotion te dit « cool, là, tu as un besoin qui vient d'être satisfait ». À l'inverse, t'espérais une super soirée en amoureux et l'autre personne te décommande au dernier moment ou pire, se pointe pas. Ta voix de l'émotion va te faire vivre quelque chose de très désagréable pour te montrer que ton besoin de connexion, d'intimité, d'attachement, etc. est frustré, est fortement frustré. Donc c'est un baromètre en fait qui te dit à quel point tu es dans le bonheur ou dans le malheur. C'est assez binaire, même si on a une foule d'émotions différentes, c'est toujours très binaire parce qu'une émotion c'est pas neutre, c'est soit plaisant, soit déplaisant. Voilà, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Entre les deux, c'est qu'il n'y a pas d'émotion, c'est que la voix elle est calme, elle dit rien. Ensuite, après la voie de l'émotion, on a la voie du jugement. Et la voie du jugement, son boulot, c'est déjà un peu plus intellectuel, mais il est très influencé, le jugement, par l'émotionnel. C'est-à-dire que si je vis une situation dans laquelle je me sens mal, alors je vais avoir tendance à poser des jugements plutôt négatifs sur ce qui se passe, sur moi-même, sur les autres, sur la situation, etc. À l'inverse, je vis exactement la même situation, mais pour une raison X ou Y, là j'ai des émotions très agréables, peut-être parce que j'ai passé une super nuit d'amour la veille, on ne sait jamais, et à ce moment-là, ma voie du jugement va être beaucoup plus tolérante, conciliante, et poser des jugements plus favorables sur moi-même, sur les autres, sur la vie, le monde, etc. Donc la voie du jugement, elle est là, elle est hyper influencée par les émotions, et le truc c'est que ces deux voies-là appartiennent vraiment à notre cerveau animal. Ce que j'appelle le cerveau animal, c'est tout simplement le système limbique, c'est-à-dire la partie responsable des émotions, et le système reptilien, qui est plutôt responsable des réflexes. Je caricature et je fais des simplifications, évidemment. Si tu as une formation en neurosciences, tu sais très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je ne vais pas m'amuser à parler avec tous les termes neuroscientifiques, parce que déjà, ce n'est pas mon boulot, même si c'est quelque chose qui m'intéresse, mais surtout, ça ne va pas aider grand monde, parce que ça devient un jargon incompréhensible. Donc, cerveau animal, c'est en gros tous nos réflexes qui nous servent à rester en vie, à envisager l'avenir à court terme, à très court terme, c'est-à-dire maintenant, dans les 5 minutes, dans 1 heure ou 2, éventuellement jusqu'à la semaine prochaine, mais pas plus loin que ça. Ça reste vraiment du court terme pour le cerveau animal. Et par contre, on a d'autres fonctions dans notre tête qui sont ce que j'appelle le cerveau humain, c'est-à-dire la capacité à faire des raisonnements abstraits complexes, la capacité à avoir des idées plus originales que ce qu'on a d'habitude, donc d'être créatif, la capacité de faire des stratégies, c'est-à-dire de faire des plans dans la durée, d'envisager les choses à long terme, la capacité aussi de revisiter notre passé, notre histoire pour comprendre et tirer les leçons. Tout ça, c'est des choses qui appartiennent à ce que j'appelle le cerveau humain, qu'on peut appeler le cortex ou le néocortex préfrontal en particulier. Ça, c'est les termes scientifiques. Mais ce cerveau humain, le truc, c'est qu'il ne peut pas bosser, il ne peut pas s'activer tant qu'il n'a pas assez d'énergie vitale à sa disposition. Et le gros problème qui va se poser, c'est que ce cerveau humain, là, c'est les autres doigts de la main, là, souvent, quand on souffre, il se fait bouffer son énergie vitale par le cerveau animal. C'est-à-dire que la voie de l'anxiété, elle a la capacité de pirater toutes les autres voies. Et d'aller dire, ah ben non, en fait, tu vas pas travailler comme tu voudrais, tu vas travailler comme moi, je te dis. Et donc, elle va orienter tes émotions
par exemple, à te faire ressentir souvent des émotions plutôt très désagréables. Même si tu viens d'avoir une bonne nouvelle, ou c'est ton anniversaire, ou il se passe un truc chouette dans ta vie, tu vas avoir beaucoup de mal à le savourer, à vraiment ressentir le bonheur, la gratitude, la plénitude, l'épanouissement, si il y a un truc qui fait flipper ta voie de l'anxiété. S'il y a une peur là qui n'est pas résolue, s'il y a un schéma de souffrance qui est activé, alors toutes ces occasions de te réjouir et de te sentir bien dans ta vie, eh bien, elles vont être parasitées en fait par la voie de l'anxiété qui va t'empêcher de ressentir les émotions agréables ou en tout cas de les ressentir fort et bien et d'en profiter et elle va t'emmener plus dans des émotions désagréables. Donc ça va minimiser le bonheur et maximiser le malheur. Donc ça, c'est un parasitage de l'émotion par l'anxiété. Parasitage de la voie du jugement par l'anxiété, c'est qu'elle va te faire faire des évaluations très négatives, pessimistes de toi-même, des autres, du monde. C'est vraiment la voie qui est la voie du jugement, hein, c'est je juge. Je juge, c'est bien ou c'est mal, quoi. C'est bon ou c'est mauvais. C'est conforme ou c'est pas conforme. C'est juste ou c'est injuste. Tu vois, c'est respectueux ou c'est irrespectueux. C'est acceptable ou c'est inacceptable. Ça, c'est la voie du jugement. C'est très binaire aussi. Et l'idée, c'est d'arriver à mettre de la nuance dans sa voie du jugement, parce que sinon, on reste sur des jugements à propos de nous et des autres qui sont contre-productifs et qui nous empêchent d'évoluer, qui nous enferment en fait dans une pensée un peu rigide, qui nous empêche de voir des alternatives, de considérer vraiment le point de vue de l'autre, qui nous empêche même d'avoir de l'empathie envers l'autre, mais pire, de l'empathie envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va se juger trop sévèrement, alors qu'on devrait développer de la tolérance si on voulait pouvoir évoluer. Et ce qui va nous permettre d'évoluer, c'est d'augmenter notre niveau d'énergie vitale. Et dans la méthode des 5 voies, je te donne des astuces simples et efficaces pour augmenter rapidement ton niveau d'énergie vitale. Et 2, activer la voie de la raison. La voie de la raison, c'est celle-ci. Ok ? Donc je récapitule, anxiété, émotion, jugement, raison. La voie de la raison, c'est vraiment le cerveau humain. C'est l'analyse logique. Mais c'est aussi l'imaginaire créatif. C'est-à-dire tout ce qui te permet de sortir de ta zone de confort et d'envisager les choses, sortir de la boîte, quoi. Prenons un exemple tout bête. Imagine que tu as un chéri et que il t'a dit ouais je t'appelle mardi soir. Et puis que mardi soir, bah, t'as pas de nouvelles. Et puis tu es là, ouais quand même, il exagère, tu lui envoies un message, pas de réponse. T'envoies un autre message, pas de réponse. T'envoies encore un message et tu commences à flipper et t'as toujours pas de réponse. Si c'est ta voix de l'anxiété qui domine, alors tu vas continuer dans ce chemin-là et tu vas surtout te faire des films. En mode, ouais, il est en train de draguer quelqu'un d'autre, ou alors, ouais, de toute façon, ça voulait rien dire pour lui, notre histoire, c'est foutu, ou ouais, je suis pas assez bien, ou alors c'est un sale menteur, il est comme tous les autres. Tu vas te faire des scénarios cata, et tu vas pas pouvoir envisager d'autres hypothèses qui sont tout à fait aussi valables. Par exemple, il a crevé et il a plus de batterie. Il est coincé dans une réunion dont il peut pas sortir et il peut pas utiliser son téléphone. Il a complètement oublié parce qu'il est en plein contrôle fiscal et qu'il a vraiment autre chose dans la tête. D'autres hypothèses. Je te donne 3 exemples, mais il y en a plein. Ok ? Envisager d'autres hypothèses et y croire. Les prendre comme aussi vraies, comme autant possible que le fait qu'il est en train de baratiner quelqu'un d'autre. C'est une hypothèse, évidemment, elle est possible. Mais c'est aussi tout à fait possible qu'il ait juste un empêchement. Et si c'est quelqu'un comme moi, c'est aussi complètement possible qu'il ait juste zappé, alors que ça lui tient à cœur. Mais il n'a pas la capacité de tenir tout dans sa tête. Et ces hypothèses-là, si ta voie de la raison est active, parce que tu as assez d'énergie vitale, tu as suffisamment d'émotions positives pour envisager un avenir optimiste, alors tu peux les envisager, ces hypothèses. Et tu peux te dire, ok, je ne vais pas m'affoler, je vais patienter jusqu'à demain matin, et puis j'aurai bien une explication, on verra bien. De toute façon, je ne peux rien changer à la situation, donc ça ne sert à rien que je m'affole. Ça, c'est une voie de la raison qui marche bien. Tu vois, qui va envisager des scénarios, qui va envisager ce que je peux faire concrètement pour agir. Donc j'ai envoyé 3 messages, c'est pas la peine d'en envoyer d'autres, hein, ça sert clairement à rien. Peut-être que je sais que je peux joindre quelqu'un, par exemple, qui saurait où il est, ou ce qui se passe, ou peut-être que je peux me déplacer, auquel cas je peux le faire. Et je peux évaluer est-ce que c'est une bonne idée de le faire ou pas. Parce que s'il est en réunion, s'il a un poste important, il est en réunion de comité de direction, tu vas pas aller te déplacer dans son comité de direction. Tu vois, c'est des choses qui se font pas. Donc l'idée, c'est d'activer la voie de la raison pour avoir une vue raisonnable de la situation, qui tienne compte à la fois des scénarios pessimistes, mais aussi tout autant des scénarios optimistes. Et une fois que ta voie de la raison, elle est bien activée, bah là, tu peux vraiment développer ta voie de l'intuition. Et le gros piège de l'intuition, c'est que souvent, elle se fait bouffer aussi par la voie de l'anxiété. C'est-à-dire que la voie de l'anxiété, quand elle est trop active, elle va te faire avoir des sensations. Ah ouais, je sens que... Et tu as l'impression que tu as une intuition. Sauf qu'en fait, c'est juste une peur.
L'intuition, elle n'est pas là pour te donner des peurs. Ça, c'est le boulot de l'anxiété. L'intuition, elle est là pour te donner des options, des opportunités, des idées, des moyens de résoudre des problèmes, des compréhensions globales et utiles des situations. C'est ça le boulot de l'intuition. C'est elle qui va te donner la bonne idée. Ah, mais bien sûr, mon mail, il faut que je le tourne comme ça. Ou alors, ah, mais oui, c'est à telle occasion que je vais pouvoir lui parler de tel sujet qui est super chaud. Tu vois, ça, c'est la voie de l'intuition. C'est la voie qui te donne des bonnes idées. C'est la voie qui te permet d'avoir de la chance. Parce que consciemment ou inconsciemment, elle va te faire faire des choix, la voie de l'intuition, qui vont te permettre de te retrouver, comme par hasard, au bon endroit, au bon moment. C'est ce qu'on appelle avoir un coup de bol. Et si tu as déjà eu des coups de bol dans ta vie, tu peux te dire que c'est le hasard et que tu n'y peux rien, et c'est dommage, mais tu peux aussi te dire que c'est ton inconscient qui t'a guidé pour te retrouver dans cette situation-là, pour dire le bon truc au bon moment, pour être au bon endroit au bon moment. C'est ton intuition qui t'a guidé. La raison pour laquelle ça s'est produit, c'est parce que toi, tu étais là et tu as fait ceci ou cela. Ou au contraire, tu n'as pas fait ceci ou cela et ça t'a généré un coup de bol. Et ça, c'est la voie de l'intuition. C'est celle qui va capter plein de petits signaux faibles qui sont inaccessibles à la conscience et qui va rassembler les morceaux du puzzle et qui va te trouver la voie royale pour arriver à ce que tu veux rapidement. La voie de l'intuition, c'est ça son job. Et le truc, c'est que elle ne peut faire son job que si elle dispose de suffisamment d'énergie. Sinon, elle ne peut pas travailler. Et ça, c'est pas un truc conceptuel théorique. C'est ce qu'on observe dans les scanners. C'est ce qu'on observe dans les IRM. On scanne le cerveau de quelqu'un, on met en imagerie à résonance magnétique, et on observe l'activité dans le cerveau. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dès qu'il y a du stress, c'est-à-dire dès que la voie de l'anxiété s'active parce qu'il y a une peur, il y a une crainte de quelque chose, donc il y a un schéma dysfonctionnel qui se met en route, et bien à ce moment-là, les alimentations en oxygène, en glucose, en ATP, tout ce qui est énergie pour faire bosser les neurones des parties plus humaines du cerveau, c'est-à-dire le néocortex préfrontal, ici, et les parties qui sont plus au-dessus, que n'ont pas les autres animaux, bien ces parties-là sont sous-alimentées. Elles ont moins d'oxygène, moins de glucose, moins d'ATP, les vaisseaux, ils sont fermés. Et toute l'énergie disponible va dans le cerveau animal, qui est responsable de gérer les émotions fortes et les réactions de stress. Et donc c'est pour ça que tant que tu es dans un schéma de souffrance, c'est très difficile d'accéder vraiment à ta voie de la raison et à ta voie de l'intuition. Parce que tu n'as pas assez d'énergie dans ton cerveau pour ça. Donc, il faut d'abord augmenter ton niveau d'énergie vitale, en parallèle apaiser la voie de l'émotion et la voie de l'anxiété. Et pour ça, je donne des techniques qui sont simples, naturelles et qui marchent vraiment bien. Toutes les techniques que j'ai développées, elles sont toutes validées par des études scientifiques. J'ai des références pour toutes. J'ai pris la peine de faire ces recherches parce que c'est des choses que j'ai développées par moi-même. Alors, pour certaines, je les ai apprises en formation, en coaching ou dans des bouquins. Pour d'autres, je les ai inventées, construites, mais je me suis donné la peine de tout chercher, toutes les validations, parce que je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Et donc, dans les formations que je propose, il y a toutes les références scientifiques. En dessous, tu peux regarder, si tu es inscrit à une de mes formations, tu le sais déjà. En dessous, il y a toutes les refs sur quoi je me suis appuyé pour dire que oui, ça marche. C'est pas juste moi qui dis que ça marche, il y a eu des recherches dessus qui disent que ça marche, donc c'est pas subjectif. Et l'idée vraiment des 5 voies intérieures, c'est que tu peux toi-même transformer ton schéma de souffrance en mettant en place des actions simples, concrètes, en les intégrant dans ta vie quotidienne, en faisant des toutes petites routines qui te prennent quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là dans ta journée et qui, en fait, apaisent régulièrement ta voie de l'anxiété pour éviter qu'elle s'emballe, qu'elle s'enflamme pour rien, apaise ta voie de l'émotion et l'oriente vers des émotions agréables pour renforcer la sérénité, le bonheur dans ta vie. Tempère ta voie du jugement pour que tes jugements soient vraiment fondés, qu'ils soient réalistes et qu'ils ne soient pas obtus, tu vois, dictés par des peurs, mais plutôt dictés par une analyse rationnelle et logique, ainsi que par des émotions que tu ressens vraiment. Et tout ça, ça te permet de stratégiser, ça se dit stratégiser? Non, je crois pas. D'être stratégique dans ta vie, aussi bien dans ta vie amoureuse que comme tu pourrais l'être dans une gestion de projet professionnel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chercher à manipuler quoi que ce soit, il s'agit juste de savoir où tu veux aller en fait, savoir ce que tu veux vivre dans ta vie amoureuse. Et si ta voie de l'anxiété est trop forte, même ça, tu peux pas vraiment le savoir. Tu vas te dire, ouais, ce que je veux, c'est une belle relation où je peux aimer et être aimé dans la sérénité.
Ok, mais concrètement, ça se traduit comment? Je veux dire, concrètement, quand avec la personne que t'aimes, vous n'êtes pas d'accord, comment tu traduis la sérénité, la sécurité dans une belle relation amoureuse? Concrètement, c'est quoi le type de parole qui va sortir de ta bouche? C'est quoi le type d'expression de visage qui va animer ton visage? C'est quoi le ton de ta voix qui va te permettre de vivre l'apaisement, la sécurité et la sérénité? C'est ça. Concrètement, parce que tout le monde veut une relation sereine, paisible et sécure, avec un peu d'aventure, un peu de fun et beaucoup de complicité. Tout le monde veut ça. Mais concrètement, ça veut rien dire en fait. C'est très abstrait ça. Parce que tu prends 5 personnes différentes qui vivent ce genre de relation et ça va être 5 relations totalement différentes. Et tant que ta voix de l'anxiété elle est trop forte, eh bien tu peux pas vraiment accéder à ta propre vision à long terme. Tu restes sur des trucs un peu bateaux, un peu généraux, un peu fantasmés, mais il n'y a rien de vraiment concret en termes de comment on résout les problèmes. Parce que la vie, c'est ça aussi, c'est résoudre des problèmes. Et des problèmes, il y en aura tout le temps, que ce soit des petits ou des grands. Et le truc, c'est que plus on les identifie rapidement, et pour ça, il faut la voie de la raison, plus on les règle rapidement, avant qu'ils grossissent, tu vois. C'est l'idée, c'est d'enlever les mauvaises herbes au stade où c'est encore juste des petites graines, avec des tout petits germes comme ça. Et c'est facile à faire. Tac, 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 t'en vois un qui pousse, tac, tu l'enlèves. T'as un problème dans ta relation, hop, touc, on en parle, tac, 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 c'est réglé. Alors que on n'en parle pas, ou alors quand on en parle, ça fait une crise, bah, le problème ne se règle pas. Et du coup, au lieu d'avoir des petits germes, on se retrouve carrément avec des buissons de ronces. Et là, c'est vachement plus dur à enlever. Avec la méthode des 5 voies, je te fais gagner beaucoup de temps. Alors, si tu veux en savoir plus sur la méthode des 5 voies, il y a plein de liens sous cette vidéo. Il y a des liens sur mon profil. N'hésite pas, explore, regarde un peu les différentes choses que je propose. Regarde qui je suis, d'où je viens, si tu as envie d'en savoir un peu plus. Et puis, je te dis à très bientôt si tu veux.